Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e des prix de la saison pour débriefer le Grand Prix du Japon à Suzuka, le circuit préféré des pilotes avec son tracé unique et exigeant, ses courbes à haute vitesse et notamment son secteur 1, un circuit qui bénéficie parfois d'une certaine indulgence. Il est difficile d'y doubler, même si en vrai cette année ça a plutôt été très correct. Mais le défi qu'il propose, l'histoire qui s'y est écrite, sa beauté, parce qu'il est vraiment extrêmement télévisuel, et aussi son ambiance unique, puisque pour nous c'est très tôt le matin avec des fans absolument incroyables, ça lui permet de garder, quoi qu'il arrive, son statut d'intouchable, qui est quand même amplement mérité. On va pas se mentir, Suzuka c'est toujours un des rendez-vous incontournables de la saison. Toujours est-il que cette année, le Grand Prix a été de bonne facture, disons, un peu représentatif de ce qu'on voit tous les dimanches. Quelques petits accrochages au départ, puis ensuite une course assez linéaire, sans grand rebondissement, mais avec une stratégie plutôt prépondérante et une course serrée au sein de plusieurs échelons de la course. Voilà, franchement, je n'ai pas boudé mon plaisir non plus ce matin. Dès les premiers tours de roue vendredi à 4h30 du matin, il n'a fait absolument aucun doute que Red Bull était de retour, prouvant que seul le tracé atypique de Singapour était responsable de ses difficultés du week-end dernier et non pas un quelconque égarement dans le développement ou une directive technique. Ils ont retrouvé ce qu'ils savaient faire. À Suzuka et aux mains de Max Verstappen, la RB19 était comme dans un rêve. Il y a certains moments, notamment le tour de la pole, où on n'était pas loin d'une certaine perfection de ce qu'est la Formule 1. Franchement, c'était énorme. Max allait donc dominer sans problème la course, il pouvait seulement être contrarié au départ, où les McLaren ont effectivement mieux décollé que lui, mais il a fermé la porte à Piastri et il a maîtrisé Norris qui sur l'extérieur a emmené plus de vitesse dans un premier temps, mais n'a pas pu tenir. Ensuite, c'était un cavalier seul, presque humiliant pour les autres équipes comme les dimanches habituels. Preuve que il n'y avait qu'à Singapour qu'il pouvait leur chipper une victoire. C'est énorme. Et donc Red Bull devient donc championne constructeur, ce n'était qu'une question de temps, ça faisait absolument évidence. Je pense que là on essaiera en fin de saison de prendre du recul pour essayer de voir à quel point leur performance est absolument hallucinante. Alors Red Bull championne, oui, mais avec un seul pilote. C'est pas vrai sur l'ensemble de la saison, Perez est quand même deuxième du championnat, évidemment, mais hier, il n'était pas là. Même ce week-end, il a vécu un nouveau cauchemar. Alors oui, la voiture n'est pas faite pour lui, il n'y a pas de problème, il est un pilote vraiment à part sur la grille, ça on le comprend, on le concède. Vous voyez, les 7 dixièmes d'écart en qualif, on a presque envie de les excuser, au moins en grande partie. Il n'évolue pas dans des conditions tout à fait normales. Mais le problème, et ça fait déjà un moment que ça dure, c'est l'attitude en piste. Le week-end dernier, il a gâché complètement la course d'Albon et de Tsunoda. Là, au départ, il n'y est pour rien, c'est un sandwich à 4, Sainz bouge, il est obligé de réagir sinon il se le prend, et du coup ça pousse Hamilton dans l'herbe. Pour moi, aucun problème. Par contre, face à Magnussen, après plusieurs tours de galère, le plongeon mal maîtrisé et trop tardif, franchement, il fait presque peine à voir. C'est une énorme erreur et qui est finalement assez symbolique de son égoïsme, je trouve, en piste. Je continue de penser que sa place n'est pas en danger pour la saison prochaine, pour des questions de contrat, mais aussi pour des facilités au sein de l'équipe Red Bull. Malgré tout, c'est vrai que ça craint, que je comprends pourquoi il y a autant de gens qui veulent en parler, et que quand on voit qu'Lawson est laissé sur la touche, ça fait réagir. Après, pour la fameuse histoire du retour en piste, 30 tours après son abandon, alors déjà, oui, c'est complètement autorisé, on peut repartir, simplement, on a des tours de retard, donc en fait, ça sert quasiment à rien, sauf peut-être à enlever le point du meilleur tour ou à être un petit obstacle en piste, même si on doit respecter les drapeaux bleus. C'était quand même une scène que j'ai trouvée assez hallucinante, je n'avais jamais vu un pilote reprendre la course aussi tardivement après son abandon et pas lors d'un drapeau rouge par exemple. Je crois que c'est arrivé à Kimi à Bakou il y a quelques années. Là, c'est vraiment une vraie dinguerie. Ça leur a permis de voir si tout marchait bien sur la voiture, mais aussi de purger la pénalité dont il a écopé après son contact avec Magnussen. Je sais pas si ça a vraiment marché et que ça va vraiment compter. Je pense surtout que ce tour, il a dû être très humiliant à vivre pour Checo, un tour à blanc comme ça, 30 tours derrière ton leader après un nouveau week-end catastrophique. Ouais, c'est la honte. En vrai, on a assisté, je crois, à un lap of shame hier. C'est assez dingue. Derrière Verstappen, on a retrouvé les McLaren en deuxième force du plateau, comme on le voit depuis qu'elles ont apporté de grosses évolutions. C'était le cas à Silverstone, c'était le cas en Hongrie. Là, rien à dire, ils sont désormais totalement installés à cette place et personne ne pouvait les embêter derrière elles.
Débarrassées très vite de Pérez, elles ont pu gérer, l'arrêt sous VSC de Piastri l'a replacé devant, mais il était bien plus lent et s'est donc effacé après 2 ou 3 tours de tergiversation, mais bon, pour moi pas de problème. Et au final, c'est le premier double podium de l'écurie depuis Monza en 2021, et sinon avant ça, faut remonter à 2012, voilà ce qu'ils ont réalisé hier. C'est aussi le premier podium de l'Australien, bien quand même qu'il y ait eu une grosse différence entre lui et Norris en course, comme on le voit quand même globalement cette année dès que la McLaren est aux avant-postes. Malgré tout, pour un rookie, avoir sorti le tour incroyable qu'il a sorti en qualif et rester accroché à cette position, c'est très très fort, c'est encore un gros week-end. Et c'est évident que ce gamin-là nous fait une impression qui est assez dévastatrice, on sent qu'il pourrait dominer dans le futur. Et en vrai, c'était tellement propre, net, sans bavure, jusqu'au bout, que j'ai quasiment plus rien à dire sur le clan McLaren, qui a été top, de Zak Brown qui a mené l'écurie, des stratégistes de Piastri, et aussi forcément d'un Lando Norris qui a été exceptionnel, même s'il a été devancé pour un 10e en qualif le samedi. Bravo, bravo, ça remonte au classement, c'est amplement mérité. Et surtout, ça laisse Ferrari et Mercedes sans podium à Suzuka, deux écuries d'ailleurs qui se sont livrées un duel très serré avec plein d'éléments dans la balance. Ferrari avait pour elle la position en piste, elle partait devant. Mercedes avait sûrement un rythme peut-être un poil plus meilleur, j'ai trouvé en tout cas, et aussi une dégradation de pneus un petit peu moindre. Tout s'est joué à la stratégie, mais aucun souci pour Leclerc qui est resté hors des débats grâce à un week-end de parfait, surprenant vu sa forme récente, mais il a attaqué Suzuka sur les bons réglages et a su corriger le comportement un peu sous-véreux de la voiture qui le gênait, une vraie remise à niveau de sa part. Ferrari a aussi concocté une très bonne stratégie, medium hard, c'était sûrement ce qui se faisait de plus rapide hier, les arrêts au bon moment, bref, un dimanche et même au final un week-end sans embûche du côté de la numéro 16. En revanche, Sainz n'a pas surfé sur son excellente dynamique de Monza et de Singapour. On a un peu revu le Sainz d'avant, qui est un peu proche de Leclerc, mais sans réussir à le battre. La faute peut-être à un vendredi où il s'est un petit peu perdu dans les réglages. Bref, ça marchait un petit peu moins bien, mais je m'attends à ce que ça fluctue selon le circuit entre les deux pilotes de la Scuderia. Notons quand même que Sainz ne finit pas derrière Leclerc, car Hamilton a réussi à le passer, alors que finalement il avait quasiment le même rythme que Leclerc et qu'il était bien devant quand même à la base la Mercedes. La faute, je pense, à deux arrêts un petit peu trop tardifs. Il s'arrête 2 puis 4 tours après Lewis. C'est là qu'il perd la place. Clairement, il se fait undercutter comme on dit, puisque ça marchait très bien hier. Et puis voilà, à la fin, il n'avait pas assez de jus pour doubler sur les tout derniers tours. Léger regret, je pense qu'il y avait moyen de l'arrêter plus tôt et quasiment de le faire coller à Leclerc jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Voilà, il y a peut-être un switch de 2 points et donc de 4 au constructeur qui s'est joué ici. Mercedes, elle, a bien joué le coup. Pourtant, elle a plutôt galéré en qualif puisque la voiture n'est pas très adaptée, elle manque d'appui. Et puis surtout, ils ont vécu un dimanche loin d'être linéaire. Hamilton était dans l'herbe au départ, les deux pilotes se battent à la relance, puis après une erreur d'Hamilton, et ça se termine vraiment limite entre les deux, c'était pas évident, quelques petites frayeurs, mais au final, je pense qu'avec 5 et 7, ils font un résultat pas loin d'être maximisé. Ils ont également bien fait de laisser Russell sur une stratégie décalée à un seul arrêt. Dans tous les cas, il était 7ème, donc autant le laisser en piste. S'il y avait une safety car, t'étais gagnant. Et puis ça aurait peut-être pu marcher. C'était aussi un pion à utiliser en fin de course, où je ne suis pas vraiment d'accord avec leur décision de laisser passer Lewis. Je pense que s'ils voulaient garder les deux pilotes devant Sainz, la seule manière peut-être c'était de laisser Russell qui donne le DRS à Hamilton, qui bloque Sainz, l'inverse de Singapour. Là, Russell s'est retrouvé totalement sans défense. Au moins Lewis a pu s'échapper et rester devant, mais voilà, peut-être que la seule solution pour faire 5 et 6, c'était de laisser Russell avec le DRS sur Hamilton, ou dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais bref, peu importe, voilà, ce sont deux petits points qui se jouent. Ferrari en reprend 4 sur l'ensemble du week-end. Vraiment deux écuries dans un mouchoir de poche, qui sont quand même, je pense, globalement déçus d'être derrière McLaren et surtout aussi loin de Red Bull. C'était pas un circuit vraiment pour elle. La Ferrari manque de balance, la Mercedes d'appui, on l'a dit. Au final, elles s'en sortent pas trop mal et je pense surtout que la bataille entre les deux va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de saison et que ça va être dur de décider lequel va finir devant. Il n'y a plus que 20 points. Pour ce qui est des derniers points distribués dans cette course, il y avait 3 spots disponibles. On va commencer par la maximisation de Fernando Alonso, puisque je ne pense pas qu'il pouvait faire plus que ces 4 petits points, que cette 8e place. Bravo à lui, mais je trouve aussi que ça montre le déclin d'Aston Martin. Au-delà d'avoir du mal à suivre, il commence même vraiment à décrocher. J'ai l'impression, à un moment donné, Alonso était devant là où il ne devait pas se retrouver et il s'est fait déposer par les Mercedes et les Ferrari.
Ça a donné lieu à quelques radios un peu échaudées, mais on comprend, et à l'arrivée, il était totalement redescendu. Bref, je pense vraiment qu'Aston va finir la saison au forceps, petit point par petit point, tentant de s'accrocher à son 4e spot difficilement. Stroll lui revenait ce week-end, mais finalement ça n'a pas fait de différence, pas de points à l'arrivée. Je serai en revanche peut-être un petit peu moins dur avec lui que la vie générale, puisque quand il se fait sortir en Q1 samedi, il n'est qu'à 3 dixièmes derrière Alonso. Ça va, c'est pas les 7 ou 8 dixièmes de Singapour. Et puis son dimanche est très vite terminé sur abandon mécanique. Malheureusement, encore un week-end dur à avaler pour AlphaTauri qui ne mérite décidément clairement pas sa dernière position au classement. Elle est bien meilleure que ça, mais rate tout le temps les points pour des détails. Encore 11 et 12 aujourd'hui, c'est frustrant parce que la voiture, elle marche. Pourtant, Tsunoda partait 9ème, oui, mais il doit lever un petit peu le pied avec les événements qui se passent devant lui au premier virage. Alonso a déjà pu passer et Lawson peut aussi s'infiltrer. Grosse bataille entre les deux sur le premier tour et un Liam Lawson qui finit par être devant et rester devant jusqu'à l'arrivée. Vraiment impressionnant une nouvelle fois, la perf du Néerlandais. Il connaît Suzuka par cœur certes, mais il était un petit peu attendu et il n'a que 3 Grands Prix dans la voiture. Encore une fois, il a été bluffant. En revanche, pour Yuki, c'est donc un peu décevant. Il y avait de grands espoirs après sa superbe perf du samedi. Il termine derrière son coéquipier, qui est un rookie, mais vraiment un rookie, chez lui. Ouais, je pense que le dimanche est un petit peu triste. Et puis le coup de grâce pour AlphaTauri, ça a été Alpine, qui avait juste largement plus de rythme au final, et qui a pu passer grâce aux arrêts au stand. Ocon s'arrête dès le premier tour, donc stratégie décalée, il ressort devant. Et puis Gasly a retardé son arrêt pour avoir de l'air libre et également ressortir devant. Après ça, les espoirs de points étaient douchés. Alpine justement qui fait un dimanche vraiment bon. Les 2 voitures sont dans les points. Oui, mais le rythme sur un tour devient vraiment trop pénalisant. Ils partent toujours de trop loin. Il faut aussi dire qu'il y a quand même un énorme écart en course avec les équipes contre qui elles aimeraient jouer au-delà d'Aston. McLaren, Ferrari, Mercedes, on n'est pas où on veut être. Et puis, il y a cette décision de relaisser passer Ocon sur Gasly dans le tout dernier virage, qui pour moi, je vais le dire, est absolument catastrophique. Avec les éléments que j'ai en main, je trouve vraiment que c'était un choix assez désastreux de l'équipe. Pour être clair, il avait été dit à Gasly qu'on pourrait demander à laisser passer Ocon durant la course pour l'aider, lui qui était sur une stratégie décalée, mais rien n'avait été dit sur la fin de course où Gasly était devant au rythme, au mérite, avec des pneus plus frais, clairement, et qui était vraiment devant Esteban, ils n'étaient pas l'un derrière l'autre. Pourtant, on lui a demandé de s'effacer. Je ne comprends pas la logique sportive de cette demande, au-delà du fait qu'il y a 3 points quoi qu'il arrive pour l'équipe, peu importe l'ordre des 2 pilotes. Ou est-ce qu'Ocon méritait d'être devant Gasly? Pierre ne lui devait rien, il avait été devant en qualif, devant en course. Eh bien non, on swap, c'est presque humiliant pour Pierre. Il n'y a rien de pire que d'infliger ça à un pilote, ralentir dans le dernier virage. J'ai vu la on-board de Pierre, clairement, il n'a pas trop envie de franchir la ligne derrière, il râle, et je pense qu'il a raison. C'est humiliant de lui avoir fait ça sans raison ni sportive ni humaine. Si vous avez des clés de compréhension, dites-moi, peut-être que des éléments vont sortir dans les prochains jours, mais pour moi c'est une catastrophe. C'est vraiment l'art de se mettre le feu tout seul, alors que pourtant tu as fait un dimanche plutôt pas mal, où tu as récupéré quelques points. Déjà que la saison est un échec sur le plan comptable et sur plein de plans, il y a des petits détails comme ça qui viennent vraiment tout gâcher, alors que le duo de pilotes est bon. Ça dégoûte, franchement ça dégoûte. Ça envoie à Pierre un message vraiment terrible, comme s'il y avait une hiérarchie entre les 2 pilotes. Je ne m'explique pas en quoi Ocon devait terminer devant. Encore comme les Mercedes en Hongrie il y a quelques années, Hamilton avait relaissé passer Bottas dans le dernier tour parce que Bottas avait tenté de passer, ça n'avait pas marché. Bref, là ça se comprend. Mais là il n'y a aucune raison. Et je pense qu'Alpine s'est pointée du doigt toute seule alors qu'elle avait fait une course propre, 3 points, on oublie, on passe à la suite. Bah non, une polémique. Voilà, franchement j'ai du mal à comprendre, je veux bien vos avis en commentaire. Allez, on termine avec ceux du fond. J'ai presque envie de dire cette fois ceux qui n'ont servi à rien parce que ça a été le cas. Alfa Romeo, on les a pas vus. Double élimination en Q1, un Grand Prix anonyme, encore un problème mécanique, des évolutions arrivées très tard dans la saison mais qui n'ont visiblement rien apporté. Ouais, clairement, c'est l'écurie la plus déprimante du plateau. As aussi est en galère et prévoit des changements sur la fin de saison. Pour l'instant, il leur est toujours impossible de jouer les points. Et en plus, comme dans un week-end comme celui-là, le rythme en qualif n'a pas permis de partir plus haut que prévu.
ils n'ont juste rien pu faire de toute la course. Magnussen a encore devancé Hülkenberg samedi. Le dimanche, ça s'est inversé puisque Hülkenberg a fait un départ où il est passé direct devant Magnussen et il avait aussi une stratégie plus agressive. À 3 arrêts, je crois aussi que le rythme de Magnussen n'était pas vraiment dinguissime sur la course. Bref, voilà, quoi qu'il arrive, il n'y a rien à espérer. Même si à l'arrivée, ils ne sont pas si loin d'AlphaTauri et d'Alfa Romeo, voilà, c'était encore un week-end quasiment pour rien. Et puis on a Williams qui a vécu son pire week-end depuis un moment. Petite fin de série, Suzuka, c'est pas le type de circuit qui leur correspond. On a quand même pu voir qu'ils avaient beaucoup progressé par rapport à la saison dernière, mais ça restait trop juste. Je pense qu'Albon n'aurait pas pu embêter les Alpines. Et puis ça se termine dans un abandon mécanique. Le gros point noir, c'est surtout Logan Sargent qui s'est craché violemment en qualif. Ça commence à coûter beaucoup d'argent à une écurie un peu juste sur le budget cap et un peu juste sur le nombre de pièces produites. Des pièces qu'ils avaient d'ailleurs un petit peu trop assemblées à l'avance puisqu'ils avaient quasiment construit une 3e voiture, c'est comme ça qu'on l'a décrit dans la règle. Et donc du coup c'est pour ça que Logan avait une pénalité de 10 secondes avant même le départ de la course. Mais rassurez-vous, il a quand même foiré sa course tout seul en se foirant face à Bottas et en l'emmenant dans le gravier d'une manière assez ridicule. Un week-end plutôt gênant de sa part, un de plus, j'ai envie de dire, ces derniers temps, c'est vraiment pas bon. Ça le met en difficulté par rapport à 2024, où je pense que Drugovich et Lawson sont clairement des options bien plus intéressantes que lui. J'ai un petit peu de mal à voir comment il pourrait sauvegarder son siège. Allez, un petit coup d'œil sur les championnats. Il suffira à Verstappen d'être devant Perez dans les points dans le sprint au Qatar pour être sacré champion du monde dès samedi dans 2 semaines. Norris, lui, a égalé le nombre de points de Russell mais passe devant car il a des meilleurs résultats en place individuelle. Et Piastri rentre dans le top 10. Côté constructeur, c'est donc fini, Red Bull est champion, mais derrière, ça reste serré. Ferrari à 20 points de Mercedes, McLaren à 51 d'Aston, et même j'ai envie de dire que la 8e place n'est pas jouée entre les 3 équipes du fond. Sur ce, on passe aux notes. Vous voyez que c'est assez simple pour les pilotes du quatuor de tête, même du quintet de tête avec Hamilton. Lawson, félicité pour un très bon week-end, franchement, encore une fois. Gasly, j'ai quasiment rien à lui redire. Alonso fait une maximisation. Sainz fait un week-end plutôt ok, tout comme Russell et Ocon. Les pilotes vraiment durs à noter, ce sont plutôt dans le fond de grille. Albon, Hülkenberg, Joe, Magnussen, c'est pas évident. Stroll, c'est pas assez. Perez, on l'a dit, Sargent, c'est pas assez bon. Et le pauvre Bottas, pour moi, il n'a pas fait assez de tours. Il était devant Joe le samedi, donc je l'excuse. Voilà, on va dire que ça ne comptait pas. Il est maintenant de votre devoir de me dire là où vous n'êtes pas d'accord avec ces notes. Grâce à vous, je les ajuste. Il y a aussi celles des équipes que vous avez maintenant sous les yeux. Dites-moi, ça me permettra de voir la course des pilotes peut-être différemment, avec de bons arguments si vous en avez, et d'ajuster ces notes pour avoir la meilleure moyenne générale. Moyenne générale disponible en description, vous en avez l'habitude. Sur ce, merci de votre écoute, n'hésitez pas à liker ce dépris s'il vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, ça m'aide évidemment énormément, et comme toutes les fois après les Grands Prix, on se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter de ce Grand Prix. Cette vidéo n'est qu'une pierre dans la grande discussion post-Grand Prix comme à chaque fois. Merci à vous du soutien, vraiment ça compte énormément pour moi. Plein de vidéos qui arrivent dans la semaine, on parlera notamment de la prolongation de Tsunoda et de Ricciardo. En attendant, on se repose et on se quitte avec Enzo Ferrari qui est scandalisé par les consignes d'équipe dont a usé Mercedes en fin de course. Vraiment, il faudrait interdire ça. Par contre, pour Ferrari, il y a une semaine en début de relais à Singapour, ça c'est pas pareil, c'est plutôt des arrangements. À bientôt.